alors c'est la fin du voyage. Et donc je commence par la fin, parce que je vais vous raconter un petit peu mon voyage. Et donc là, effectivement, j'ai tous mes sacs, ce sont mes derniers moments au Japon. Je vais prendre l'avion tout à l'heure. Alors je voulais faire un petit retour sur ce voyage, parce que j'ai filmé plein de choses et je voulais vous les montrer. Alors déjà, avant le voyage, il y a eu le voyage, c'est-à-dire l'acheminement jusqu'au Japon, avec un petit tour par Paris. Bienvenue à Paris. Putain, c'est où? Puis un petit stop au Qatar. À Dubaï, il manque tellement de main d'œuvre qu'ils sont obligés d'inventer des faux mecs pour pouvoir parler aux gens. Et donc voilà, donc il y a ce gars là qui est peut-être une vidéo ou peut-être un faux mec, en tout cas j'en sais rien, c'est complètement terrible. Après on appuie sur l'écran ici pour le faire parler, et ensuite il nous parle. Putain, c'est barjot. Entre les deux, j'ai pris la 380. Et voilà, la 380, un avion tout à fait exceptionnel, puisqu'il y a un plafond, il y a même un sol, c'est génial, il y a des sièges, et puis des passagers. Voilà, c'est un avion très particulier quand même, comme j'ai jamais pris. Ensuite je suis arrivé au Japon. J'avais soif, voilà, donc j'ai soif, je m'arrête à un distributeur, et voilà, sur quoi je tombe? Sur le goût du pays. Voilà, Water from France. C'est pas étonnant quand même de trouver ça au Japon directement. Première flotte que je bois, c'est celle-ci. La France ne m'oublie pas. Voilà, je suis arrivé à Nikko. Première étape. C'était un sacré périple quand même depuis l'aéroport de rejoindre ça dans la soirée. Donc j'ai eu vraiment pas mal de chance pour les correspondances. Puis bon, je me suis bien débrouillé peut-être, ou alors j'ai eu en tout cas un petit peu d'aide qui m'a facilité le travail. Donc là je suis arrivé à Nikko. Ce qui est vraiment frappant, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, c'est le calme de cette ville. D'ailleurs, c'est le calme qui m'a surpris vraiment au Japon. On arrive déjà à l'aéroport, on sent le calme. Je ne sais pas si c'est très perceptible matériellement, mais en tout cas dans l'atmosphère, il règne un calme impressionnant à l'aéroport ou dans les trains. Alors ici, c'est encore plus marqué. On se croirait dans une salle de méditation. Oh, c'est assez génial en tout cas. Donc là maintenant, je marche, je vais chercher mon hébergement. Et j'espère qu'il sera encore ouvert. Je les ai prévenus que j'arrivais tard, mais j'ai pas eu d'accusé de réception. Donc voilà, si c'est pas le cas, je dormirai dehors. J'ai ma tente, c'est fait pour ça. On se le dit tout à l'heure. Hein. Alors, il y a plein d'idées reçues sur le Japon. Par exemple, on dit au Japon, la nourriture est délicieuse. Il m'est arrivé un problème au Japon. Voilà, le voyage c'est pas toujours facile. J'ai eu un petit souci, voilà, j'ai acheté ça. Voilà, j'ai essayé de le manger. Alors en fait, c'est la consistance d'une pâte à pizza. Le vert, c'est des épinards. Le rouge, c'est de la purée de haricots rouges. Il y a du sucre. J'ai souffert. C'était vraiment peut-être le moment le plus difficile de mon voyage. Voilà, maintenant je vais faire goûter ça à un ami espagnol et je vais filmer parce que ça va être drôle, peut-être. C'est like a condom. I know now because girls don't like to use condoms in his mouth. If you do not consider me as your friend anymore, I will understand. No. It's nothing. It's alta cocina. Es como la cocina francesa. Ahora entiendo por qué la española es mejor que la francesa. Une autre idée reçue sur le Japon, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un? Ah bah non, il n'y a personne. Non, je déconne. Il y a une autre idée reçue sur le Japon, c'est qu'en fait c'est le pays du soleil levant. Et franchement, on nous vend le Japon comme étant le pays du soleil levant. Mais c'est une escroquerie monumentale, c'est inadmissible. Dans ce pays, il n'y a jamais de soleil. Comment il peut y avoir un soleil levant? Il n'y a jamais de soleil. On s'est fichu de nous, c'est une escroquerie. Et enfin, une autre idée reçue, c'est la barrière de la langue. Les Japonais parlent que le japonais.
Ça c'est un autre truc bizarre qu'ils vendent. Je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air bon. Mais pas tellement en fait. C'est tout vert, c'est censé être du sucré là je crois. C'est pas mal hein. Je sais pas si je l'achète ou pas tout à l'heure, j'ai acheté un truc au hasard et c'était vraiment infect. Et là, je sais pas. Mais en même temps avec la barrière de la langue on sait jamais quoi. Je peux poser la question. Pardon monsieur, vous parlez français? Vous parlez français? Français? C'est bon? Ça a pas l'air bon ça. C'est bon? Can you speak? Could you please speak English? Ah, English? Yes. Ah, what is it? あ、これはね、ツナですから、ツナおにぎり、ライスボール、 Rice ball? yes. Sweet? Salty. Salty? Salty. うん。いいですね。ツナですから、Do you know ツナ？ツナフィッシュ。Ah, fish? フィッシュ。Ah, ミンチツナね。ですね。はい。 Ah, wow. Okay. Thank you very much. You spoke French? I speak French. 困ったね。Ah, bien. Merci. Très bien. Bon appétit. ありがとうございます。 Bonsoir. Au revoir, monsieur. Bon appétit, itadakimasu. Bon appétit, いただきます。 Alors on dit, voilà, le Japon c'est très loin, c'est hyper dépaysant. Donc c'est sûr que là, j'ai changé de coin, quoi. Ça va être la grosse découverte. Bah, la preuve. Hein. Carrefour me manquait, donc je vais aller trouver son équivalent japonais, histoire de consommer et de garder mon identité capitaliste. Je vais au Lion d'Or, c'est bizarre, c'est écrit en français. Voilà, donc le pays reste avec moi. Donc je suis dans une petite rue très tranquille de Kyoto. Et il y a un truc qui me surprend dans ce pays, en fait, c'est ça, c'est qu'on voit du français partout. Partout il y a du français. Il y a un peu de l'anglais aussi bien sûr, mais il y a vachement de français. Il joue à la pétanque. Oh putain quoi. Y a pas qu'en France. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du français. Et en plus c'est quoi une boulangerie? Alors comme vous savez je déteste le pain absolument. Donc je ne vais surtout pas aller faire un tour là-dedans, mais surtout pas, enfin un peu quand même. Bon, un petit peu. Du français. Ben en fait, je tourne. Chaque fois que je vois du français, je me mets à vibrer en fait. Je crois que j'aime mon pays. Je crois que je suis dans un pays étranger et chaque fois que je vois une boulangerie ou quoi que ce soit qui me rappelle la France, je me dis ouais c'est cool, je suis content de voir ça. Ce que je me dis c'est que en fait je crois que j'aime mon pays, j'aime d'où je viens, mais pas j'ai rien d'un patriote hein, ou d'un nationaliste, c'est juste que ce sont mes racines, c'est là d'où je viens et ça me rappelle la maison et c'est une douce sensation en fait très agréable. Parce que ici ça reste pas chez moi et ça fait du bien aussi d'être chez soi un petit peu, c'est reposant. Donc voilà, je crois que je sais d'où je viens, je suis pas d'ici, mais c'est bien. Et là je vais aller me faire plaisir en achetant du pain. Bon, mais il y a quand même eu un sacré nombre de chocs culturels. Vous allez voir là d'ailleurs. Ça sent l'arrivée au sommet. Un truc hallucinant avec les japonais, c'est qu'ils sont couverts comme pas possible. Je me demande comment ça se passe l'hiver. Moi je suis là, je suis en t-shirt, je meurs, je voudrais juste être torse nu. Je le fais pas parce qu'ici ils croiraient que c'est une invasion barbare. Mais là, encore ceux-là ils ont pas les gants, mais ils ont tout couvert, tout. Je sais pas comment ils survivent. Alors les japonais au niveau alimentaire ils ont une habitude fascinante, c'est de mettre en plastique et dans la vitrine la nourriture qu'ils proposent. Donc là il y a le nom et puis probablement le prix aussi. Donc voilà, c'est visiblement des maquis, puis en bas il y a des nouilles, et tout ça c'est du plastique. Choc culturel. J'ai loué un vélo, et je sais pas comment on enlève la béquille. Ouais, je force comme ça, putain mais ça marche pas. J'ai beau forcer, impossible. Putain c'est la galère. Je vais être obligé de le casser comme une vieille brute d'occidentale.
Ce que vous entendez là, c'est les cigales, c'est assourdissant. C'est un truc de malade. La Provence, ils peuvent se rhabiller. Ça n'a rien à voir avec Kyoto. Enfin bref, en tout cas, je sais pas comment on fait. Je suis emmerdé. Bon alors du coup j'ai demandé en fait, et sur des vélos japonais, il faut faire un truc comme ça, je crois. Voilà, et là c'est bon. Faut déverrouiller la béquille. Là, tu verrouilles, et dans l'autre sens tu déverrouilles. C'est un miracle mes frères. Alors là je suis dans une salle de bain, tout ce qui est de plus ordinaire, et je vais prendre ma douche. Et donc là je vais passer les rideaux, et quand je passe le rideau, clac, choc culturel. Une salle de bain japonaise. Hallucinant. Donc une espèce de grande baignoire, un truc immense avec des cailloux à l'intérieur. Alors là, surprise, la baie vitrée, puis une petite douche presque normale dans un coin avec une vitre pour se regarder en train de se doucher. Enfin, je sais pas trop pourquoi c'est fait. Des murs crépis. Bon, voilà, surprise. Et voilà, dans un hôtel capsule. J'avais vraiment envie d'essayer pour voir ce que c'est quand même. Hein, parce que je vais pas venir au Japon sans tester la capsule. Donc voilà, c'est une espèce d'alvéole là-dedans. Après je vais mettre un pyjama. Tout le monde est habillé pareil. On met tous ce pyjama, visiblement uniforme. Voilà. Ma chambre c'est ça. Sympa, hein, c'est grand. Peut-être que je tiens debout. Et voilà donc une capsule vue de l'intérieur. La cage pour dormir. C'est pas mal. Il y a même la télé. Le Japon, malgré tout, ça reste un pays exceptionnel. Et c'est un pays où il y a des choses qui n'arrivent que là. Une rencontre à Nara. Bonjour. Tu vas bouffer, j'en suis sûr. Hein. À la Nara, ils sont partout, il paraît. Bonjour monsieur. Tu cherchais à bouffer, hein? Il bouffe ma carte. Alors là, sur le petit écriteau rose au milieu de l'escalier, il y a écrit le nombre de calories qu'on dépense à grimper ces marches. Donc là, on est à 2,2 calories dépensées. Et on démarche 2,6 calories. Extraordinaire. Il n'y a qu'au Japon que ça arrive ce truc là encore. La petite musique, le télésiège et puis les chants de lavande. Alors bien sûr en tant que Français je ne pouvais pas ne pas parler de la nourriture. Il y a eu une surprise. Alors les voyages à l'étranger comme ça c'est les occasions de découvrir des spécialités culinaires du pays. Et moi du coup alors j'ai eu envie de découvrir une spécialité typiquement japonaise. Le fromage. Impeccable. C'est bizarre, hein. C'est pas mauvais, il y a probablement du poivre dedans, du poivre et du piment, donc ça relève un petit peu. Je saurais pas décrire le goût, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. C'est probablement du fromage. Alors, il y a eu aussi des grosses interrogations, notamment dans les supermarchés. Alors ils vendent des trucs, c'est un grand mystère. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est, une espèce de fil blanc, peut-être des intestins de souris, j'en sais rien. Et ça, c'est... je sais pas, on dirait de la terre. Ouais, peut-être de la terre. Et là, il y a un truc encore pas mal, là. C'est bien marron, c'est un peu clair, là. Bon, on croirait que c'est de l'eau de rivière, donc peut-être qu'ils vendent de l'eau de rivière aussi. Il y a eu quelques belles défaites. Alors, un autre incontournable de la cuisine japonaise, c'est le bento. Bento. C'est un genre de... Enfin, c'est un peu le sandwich local, un plat à emporter avec des baguettes dedans pour manger ce qu'il y a. Donc là déjà on voit une jolie boîte avec ici le clocher alsacien, là je sais pas, les portes du paradis ou d'un centre commercial. Là le sanctuaire d'Inari, à Kyoto, un château, une centrale nucléaire,
je sais pas pourquoi. Enfin, là aussi, le réacteur, c'est magnifique. Ils aiment beaucoup ça. La pagode et le Golden Gate Bridge ici. Bien sûr, chaque fois qu'on mange au Japon, on doit penser au Golden Gate Bridge. Cela s'impose. Donc, je vais aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur et je vous laisse le temps d'une petite page de publicité. Alors, ça va être la minute sarcastique là un petit peu. J'ai pas l'habitude de me moquer, hein, comme vous savez, mais là, je résiste pas. Je crois que c'est une affiche politique, genre campagne électorale et tout ça. Donc là, en face, on a un homme politique. Et alors, moi, je suis mort de rire quand je vois ça parce que le mec, il ne regarde pas du tout. Enfin, on dirait qu'il est à côté de la plaque, quoi. Je dirais, oh, c'est là qu'il faut regarder vers moi, quoi. Et en fait, non, on dirait que le mec, il s'est complètement gouré. Il n'a pas été capable de voir où la photo était prise. Et en fait, il s'est trompé de sens. Bon, ben, j'ai à peu près goûté à tout. Ben, c'est délicieux. Ça, c'est de la très bonne ratatouille faite avec les légumes du soleil. Ça, c'est des bonnes courgettes à la tomate et aux chèvres. Et ça, c'est une salade de tomates. Voilà. Puis après, vous avez bien sûr les tartines de pain grillé à la crème d'amande. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis drogué à ça, donc j'ai pas pu résister à m'empêcher. Enfin, je n'ai pas pu m'empêcher d'en acheter au Japon. Voilà. Non, je crois que la nourriture du pays me manque un peu. C'est un peu ce qui manque le plus, bien sûr après les programmes stupides qui passaient à la télévision, surtout sur TF1, qui manquent énormément. Mais voilà, la nourriture, c'est un peu particulier. Ici, ils mangent quasiment pas de légumes en fait. Il y a quelques petits légumes là, des petits trucs un peu marinés là, mais c'est pas des spécialistes du légume. Ça me manque. Et après, je vous parlais aussi l'autre jour de vase. Un truc qui ressemble à la vase dans un supermarché. Et ben voilà, c'est ça, et je vais y avoir droit. Je sais pas quel goût ça va être une expérience. Peut-être survivrai-je. En direct. Et rien que pour vous. Je vais manger de la vase japonaise. Adieu, monde cruel. Ouais, je sais pas en fait. On verra. C'est pas bon. C'est visqueux. En fait, il y a de la sauce soja dedans, c'est le genre de gelée la sauce soja. On peut vivre heureux sans manger ça en fait. Alors, évidemment, j'ai testé le saké. Un incontournable du Japon, c'est le saké. Alors, je vais tester en direct. Tout le monde connaît ma réputation d'alcoolique d'ailleurs. C'est bon. Ah, c'est vachement bon. Enfin, vachement bon. Je pensais que ce serait pire. Puis aussi, j'ai eu des petits manques. Des petits manques, il a fallu que je m'achète comme à la maison. Bon, il y a des trucs qui doivent me manquer parce que à la boulangerie, je viens de me craquer pour du pain en noix. Voilà. Je sais pas à quoi ça a goût le pain en noix au Japon. On va voir. Hein. Ouais. Il est meilleur, mais bon. C'est parce que je suis exigeant. Kyoto, c'est vraiment la plus belle ville du Japon. Kyoto, la ville des temples et des sanctuaires. Et des spirituels s'il en est. Je moque un peu, hein. C'est pas que ça. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup mieux. Et quand même, juste à côté des bâtiments en métal, il y a cette construction en bois qui est une des plus grandes du monde, qui est de toute beauté, très impressionnant. Bon, la caméra ça rend rien, mais il paraît que c'est un des plus grands bâtiments en bois du monde. Là, il y a quand même une petite rue traditionnelle très mignonne, bordée des shops. C'est super sympa. Il n'y a pas de bagnole ou presque. Des produits très japonais. Un temple bouddhiste au Japon. C'est un sacré bordel. Et au fond, encore une réflexion. Là, il y a plein de petites échoppes dans une rue qui m'a l'air super traditionnelle. Je suis complètement fasciné parce que c'est dépaysant complètement. J'ai jamais vu ça. C'est cet enchaînement très régulier de maisons qui se ressemblent toutes, qui ont une architecture, je trouve très belle, très originale. C'est tout en bois, c'est sobre et en même temps, c'est beau.
Alors là, il y a une geisha, et donc il y a une foule de groupies derrière. C'est probablement comme, je sais pas, les fans de Christophe Maé ou un truc comme ça. Les gens ils courent, c'est la vraie folie. Pour une geisha. Je suis toujours suivi par une geisha, elle est juste derrière. C'est probablement mon charme, le charme lié à mon t-shirt qui pue à cause de la transpiration, c'est pour ça qu'elle me suit. En tout cas, moi ça me semble évident. Ça vous rappelle rien? Si, moi ça me fait bien penser à celui que j'ai visité hier, mais il y en avait un des deux qui était en reconstruction. Ils se ressemblent vachement. Mais je crois que c'est parce que c'est deux écoles très très proches. Et donc il y en a un qui était bâti par rivalité avec l'autre. Donc c'était pour montrer qui était le plus beau, le plus fort et tout ça. Enfin, ça se ressemble, mais c'est quand même vachement joli. Ils ont un sens de la beauté qui est très impressionnant dans ce pays. Le Japon, c'est beau. Alors on va se refaire une petite séance de ça n'arrive qu'ici, parce qu'en fait il y a vraiment des choses, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent qu'au Japon et je ne peux pas toutes vous les montrer en une seule fois. Alors c'est reparti pour un tour. C'est un supermarché japonais et tout ça c'est le rayon jusqu'au fond, hein, jusqu'à ce que vous voyez tout au fond, c'est le rayon des coques de téléphone portable. Rien que voilà. Attendez, on n'a pas fini. Hein. Voilà, on continue. On continue. Voilà, vous n'avez pas marre. Un petit peu quand même, j'imagine. Mais moi j'en ai un peu, j'hallucine. Voilà. Ça, c'est la boîte pour payer internet au Japon. Miaou. C'est trop bon. Hi dozo. Au Fuji, les chiottes, c'est payant. Et pour être sûr qu'on paye, ils ont installé une barrière comme dans le métro à Paris. Hallucinant, non? Il n'y a qu'au Japon que ça arrive ce genre de truc. Quelqu'un a déjà... On est à 3350 mètres d'altitude quand même. Et donc du coup, il y a une barrière électronique et tout, il faut payer. Lâcher les sous. Exceptionnel. Bon Fuji, 300 mètres, ils ont installé un mast. Ça se passe comme ça au Japon. Alors il y a tout ce que j'ai oublié de vous dire en fait, parce que je crois que je voulais faire des petites sous-parties puis j'ai oublié de les mettre, donc je vais les faire, mais quand je serai rentré en France, donc elles vont apparaître là en noir. その3つを丸めて皆さん固めてトンネルに向かって投げつけましょう。せーの、ボーイボーイボーイ。大成功だ、拍手。イエーイ。やったー。これで皆さんさらに桃岩さんも楽しんでいけますよ。一緒に中をお詰めください。中でどうぞお詰めください。どうぞ中でお願いします。
reparti, ils aiment nous dire au revoir. Hein. Alors maintenant, je vais vous montrer une épidémie japonaise à laquelle j'ai été confronté. Et je me suis dit, non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, vous allez voir. Non mais moi je me disais, qu'est-ce qu'ils ont été mettre un bâtiment industriel si horrible au milieu des sanctuaires? Et que les Japonais pour faire ça, c'est monumental. En fait non, c'est pas du tout industriel. Mais c'est quand même, je crois qu'il n'y a que les Japonais pour faire ça quand même. J'ai jamais vu ça ailleurs. Et en fait là c'est un temple bouddhiste qu'on voit, mais en fait il est emballé dans un bâtiment. C'est complètement incroyable en fait. Je crois qu'ils sont en train de le réparer, donc pour le réparer ils ont construit un bâtiment autour. Non mais sans déconner, ils ont recommencé, ils ont encore construit un bâtiment au-dessus du bâtiment. Là normalement c'est un temple, ça ressemble à ça. Voilà, et aujourd'hui c'est ça. C'est un peu différent. Ah non putain, c'est une épidémie là, j'abandonne. C'est le deuxième aujourd'hui que je visite, c'est le deuxième qui est en construction avec un bâtiment autour comme ça. On peut rien voir, je suis dégoûté. Alors il y a un truc qui me frappe vachement au Japon, c'est que en fait ici on est dans un sanctuaire, un temple et tout ça, et juste en sortant, il y a un magasin. Dès que tu sors d'un lieu de culte, d'un lieu saint, il y a un magasin partout, et même des fois c'est à l'intérieur du temple. Ils mélangent e-commerce et spiritualité. Il n'y a pas de problème. C'est différent de la maison. Alors au Japon, ça m'a beaucoup étonné, mais Dieu et l'argent, ça fait assez bon ménage. Ce qui explique aussi pas mal de choses. Donc notamment, pourquoi il y a vachement de magasins de vente dans les temples. Et ça explique aussi toutes les réflexions des temples. Ils le refont parce qu'en fait, ils ont besoin les dieux ont besoin en fait de faire... Oui, je raconte à la caméra ce que je vis au Japon. Bon voyage. Merci. C'est une japonaise. Toujours sympa ce pays. Mais bon, je dois être un petit peu... je suis au milieu des gens là, je suis en train de parler à mon appareil photo. Peut-être que je passe pour un fou. Donc voilà, Dieu et l'argent, ça fait bon ménage. Parce qu'en fait, les dieux, ils ont besoin d'avoir de nouvelles maisons tous les 20 ans. Un peu comme les hommes, ils ont des goûts de luxe. Voilà, c'est des dieux à l'image des hommes, pour certains. Et maintenant, la séquence, il pleut. Au Japon, plus que le japonais comme langue, il y a un truc qui est vraiment indispensable, c'est ça, c'est le parapluie. Parce qu'en fait, la flotte c'est tous les jours. Ça doit être un attribut de la culture japonaise. Eh bien, il pleut, hein. Il pleut. Il pleut. Eh oui, il pleut. Et il pleut, pour changer. Et il pleut encore, hein. Eh oui, il pleut. Il pleut. Et j'ai oublié mon parapluie quelque part dans une gare. Il pleut pas. Ça peut vous sembler normal. Mais en fait, moi, ça fait 10 jours que j'ai pas vu ça. 10 jours que j'ai pas vu le ciel bleu. Je voulais également inviter les fanatiques de l'Occitan dans le métro, et je ne pèse pas mes mots, à avoir un petit peu de compassion pour les étrangers. The next station is Sapporo. Please change here for the Tokyo Line and JR. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais dans le métro en fait il y a les stations qui sont annoncées en anglais. Et c'est vraiment d'une aide précieuse parce que sans ça, moi je serais complètement perdu. Déjà que bon, le japonais je maîtrise pas super bien, mais sans ça j'aurais du mal à me retrouver. Et là en fait derrière moi il y a tout le plan du métro qui est indiqué avec les tarifs en chiffres romains et puis les stations en anglais, donc pour pouvoir se repérer facilement. Et moi tout de suite ça me fait penser au métro à Toulouse où c'est dit en occitan. Mais j'imagine le japonais qui se pointe là-bas et qui entend Jolimont par exemple. Hop, prochaine station Jolimont, Estacio Climento, Belmont. Le mec il n'y comprend rien du tout. Il comprend rien, il est complètement paumé quoi. Et moi je me projette comme un japonais en France, parce que je suis un français au Japon. Donc du coup je pense à ce qui pourrait se passer pour eux là-bas. Je me dis que c'est vachement dur en fait, parce que déjà entre le nom de la station en occitan et le nom en français c'est pas la même chose. Et eux du coup ils se sont adaptés à nous. Ils se sont dit bon on va leur faciliter la vie et on va faire en sorte qu'ils puissent comprendre. Donc ils ont fait ça en anglais. Donc je me dis
voilà, nous avec l'Occitan, on n'est pas vraiment ouvert à l'autre. Moi je trouve les étrangers qui arrivent, ils s'y repèrent pas. J'imagine un japonais dans le métro, ça doit être hyper traumatoire. Donc voilà, j'invite nos amis occitans à militer pour que ce soit dit en anglais plutôt qu'en occitan par rapport aux citoyens du monde qui sont beaucoup plus nombreux que ceux qui parlent occitan. Donc ça serait bien quand même pour tous nos visiteurs, parce que c'est aussi l'ouverture, l'accueil, et ça fait que pour ces gens c'est plus facile de voyager, ils se sentent mieux en fait. Voilà. Alors j'ai fait le voyage seul, c'était un choix complet. Et est-ce que j'ai souffert de la solitude? Bah non, en fait pas du tout. Je vous explique pourquoi. Ça c'est le Japon comme j'en ai rêvé. Tout vert, des vieilles pierres, de la mousse. Je m'attends à voir surgir des samouraïs ou je sais pas quoi. Puis en fait non, c'est pas des samouraïs qui surgissent, c'est d'autres touristes. Je ne serai jamais seul dans ce pays. Sinon c'est difficile d'être seul ici. Moi qui me disais je risque de souffrir un peu de solitude, ben en fait pas du tout. Je pensais rapidement me poser la question, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici tout seul? Bah c'est pas le cas. Plutôt comment je vais faire pour être tranquille. Là je profite d'un moment de tranquillité. C'est agréable. Au milieu des cèdres, des arbres qui font 40 mètres, 50 mètres de haut, enfin, c'est monumental, très impressionnant. Et donc là je suis à Nikko, donc dans des sanctuaires. Difficile d'apprécier parce qu'en fait il y a toujours du monde. Donc la quiétude que j'aimerais trouver là-dedans, je ne l'ai pas parce qu'il y a trop de touristes. Enfin c'est normal, hein, le lieu en vaut la peine. Mais là pour une fois c'est un peu calme. C'est très agréable. Voilà pour le premier contact. Je me sens bien ici quand même. Je me sens vraiment bien dans ce pays. Les gens sont très accueillants, vraiment sympas. Les montagnes japonaises, je les ai parcourues, pas mal. Ça m'a quand même globalement déçu. Bah, je peux vous montrer un peu pourquoi. Eh bien, bonjour à tous. Je suis en train de faire les 1200 mètres les plus inutiles de l'histoire de la randonnée. Et j'essaie de prendre l'accent marseillais parce que j'exagère un petit peu. Mais bon, franchement, cette montée elle vaut pas le coup je trouve. Il fait une humidité monumentale, j'ai le t-shirt dans un état pas possible. J'ai jamais été mouillé comme ça. On monte traite dans la forêt, on voit rien. Ma seule compagnie durable c'est un frelon. C'est sympa hein. Et donc le paysage, je commence à le voir là, enfin, après les 1200 mètres de montée. Donc voilà, alors vous allez dire que je fais la fine bouche et tout, je suis au Japon, je râle déjà. Mais en fait, je vais faire une confidence, pour l'instant la montagne c'est mieux au bled. On voit plus de choses, la montagne est quand même un peu plus travaillée, peut-être par le pastoralisme, et puis la végétation est différente. Bon, il y a quand même eu des moments sympas, hein, faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai que voilà, ça me plaît moins que chez nous quand même. Et donc là je suis à Nikko. Première étape arrivée hier soir. Donc je sais pas, le premier bilan pour le Japon, je sais pas encore complètement ce que c'est ce pays parce que je crois que j'ai plein de choses à voir. Alors déjà il fait épouvantablement humide. C'est horrible, je passe mon temps à transpirer. C'est pas super chaud, mais il y a un taux d'humidité monumental. Donc le moindre truc qu'on fait, on est mouillé. Ça n'empêche pas que j'ai vraiment envie de prendre ma douche parce que c'est vraiment de la sueur de partout. C'est pas très agréable. Il y a eu aussi un moment génial, c'était l'ascension du mont Fuji. Ce que vous entendez mais que vous voyez pas, c'est un bulldozer. C'est les bulldozers du mont Fuji. Seulement au Japon. Je suis toujours quelque part là sur le mont Fuji, à écouter les sons de la nature, profitez-en aussi. Bref. C'est trop beau les sons de la nature. Donc, comme vous le voyez, pour la première fois, je suis habillé. J'ai les manches longues, ça c'est trop bien. Pour la première fois au Japon, et je suis bien avec. Alors je pense qu'on voit rien. Là je suis au mont Fuji, au sommet. On a fait une très belle montée, splendide dans la nuit. Et là il est à peu près minuit, et donc je suis dans mon duvet, là je me suis planté
quelque part à l'abri d'un bâtiment parce qu'il y a vachement de vent. Et je me prête à dormir au sommet. Enfin, je sais pas si je vais arriver à dormir parce qu'il y a beaucoup de vent et l'altitude. Mais voilà, c'est cool, c'est super hein, d'être là. Il fait pas beau. Bon, ça c'est pas grave. Hein. C'est comme ça, c'est la montagne, on choisit pas. Le mont Fuji, un endroit calme, paisible, de fréquenter. C'est l'hystérie au Japon. Ils nous passent leur hymne national. Ils sont dans tous leurs états. C'est le lever de soleil au mont Fuji. Le mont Fuji et son immense cratère. C'est des couleurs magnifiques. Je crois que c'est l'endroit qui m'a le plus impressionné au Japon. Waouh! Il y a même des gens qui font la circulation ici. Kawaguchi-go! Arigatou gozaimasu! Là, je suis en train d'en terminer avec la descente du mont Fuji. Le mont Fuji, c'est un mont sacré en fait au Japon, de la religion Shinto. Donc c'est aussi pour moi un moyen d'articuler la partie spirituelle que j'ai faite auparavant avec la partie montagne qui va commencer maintenant. Et en fait, je peux dire que cette partie spirituelle, elle a été assez nourrissante pour moi. Elle m'a apporté beaucoup de choses. J'ai eu certaines prises de conscience. Alors je ne sais pas si c'est le voyage qui fait ça, parce qu'en fait quelque part le voyage c'est alors, selon la manière avec laquelle on l'entreprend, le fait de se confronter à ce qui n'est pas soi pour pouvoir peut-être découvrir ce qui est soi en fait, par opposition. Et donc je sais pas, ça peut être aussi un effet du voyage, de me confronter à toute cette différence pour voir finalement qui je suis. La prise de conscience que j'ai eue, c'est un Espagnol qui me l'a apporté en fait. Je devais aller faire de la montagne et donc le temps annoncé était super mauvais. Et j'étais en colère, j'en avais ras-le-bol à chaque fois récolter des mauvais temps quand je voulais faire des beaux sommets. Cet Espagnol, lui en fait, il faisait de la montagne comme moi. Et le temps annoncé mauvais ne l'affectait pas. Il m'a dit, alors entre autres, il m'a dit a tiempo malo, cara buena, ce qui veut dire à mauvais temps, bon visage. Enfin, voilà, on fait bonne figure ou on garde le sourire en fait finalement. Quoi. Et bon, moi ça m'a fait un petit peu tilt en fait, parce que je me suis dit que c'était dommage de se mettre dans ces états-là, dans un état de colère pour quelque chose qui finalement m'échappe et puis qui est pas dramatique. Moi, ça m'a mis dans un état d'ouverture parce que je me suis dit, j'y vais je fais la paix avec ce qui va être. Finalement, la montée était super parce qu'il n'a pas fait très beau, mais il y avait des nuages dans la nuit et on voyait des villes aussi dans la plaine, des nuages blancs, les plaines noires, les villes éclairées. C'était vraiment de toute beauté. Ce qui importe, c'est pas ce que je vais vivre, l'événement que je vais vivre, mais plutôt ma manière de l'expérimenter. Parce que peut-être hier, la montée au Fuji, dans les nuages, avec tout ça, tous ces mêmes moments de pluie, enfin, j'aurais pu râler, quoi. Puis finalement, j'ai trouvé ça merveilleux, mais vraiment un superbe spectacle. Pour moi, c'était un vrai cadeau. Et je pense que, avec la disposition d'esprit que j'avais avant, j'aurais pensé tout le temps peut-être au mauvais temps qui était là, j'aurais été inquiet. Et en fait, là non, j'étais plutôt prêt à accueillir ce qu'on allait me donner. J'ai pas d'attente, j'ai pas envie que ça soit d'une manière ou d'une autre. C'est juste ce qui va se passer, ça sera ok, quoi. Ça sera ok. Et ça a été ok.
L'événement en lui-même, il a plus trop d'enjeux, quoi. Tu n'investis plus émotionnellement en disant je veux ça ou je veux pas ça. Finalement, quelle que soit la météo, quelle que soit la couleur du ciel ou de ce qui m'entoure, l'essentiel c'est de le vivre. C'est le fait d'être en vie, c'est le fait d'avoir la possibilité d'expérimenter ça et le fait juste d'être là dans cet instant. Alors bon, le contexte pour moi était assez privilégié, je faisais de la montagne quand même, donc c'était facile d'être dans une forme de joie de vivre, parce que c'était ça finalement, un peu quelque chose d'enfantin. Ah, je suis là, c'est bien d'être là, je suis content, je me pose pas de questions, savoir si c'est pas bien, si je râle, si encore une fois c'est comme si, ou gna gna gna. Non, c'est juste la joie de vivre enfantine que cet espagnol avait d'ailleurs, hein. Vraiment que ça m'a touché en fait, et du coup je me suis dit mais ça me manque un peu quand même, juste la joie de vivre, d'être là. Faut aussi que je vous parle du Daisetsuzan, cette grande traversée de 5 jours en autonomie dans le plus grand parc national du Japon, qui valait le détour parce que c'était une belle expérience pour laquelle en fait je m'étais préparé, mais pas exactement comme ce que j'avais trouvé, mais c'est souvent que la vie prend un dépourvu. C'était très intéressant, donc je vous montre. Azaidake, volcan en activité, c'est absolument magnifique. C'est un peu couvert, mais ça joue avec les nuages là-haut. J'espère avoir du beau temps parce que je monte au sommet. Au milieu, vous avez le cratère qui s'est ouvert en fait. C'est pour ça qu'on a une vallée. Ça y est, j'arrive au refuge. Je sais pas si on le voit, il est juste là. Je sais pas si ça va être rustique ou bien. En tout cas, je suis super content d'arriver parce que la journée a été super éprouvante. J'ai eu de la tempête, beaucoup de pluie, une humidité constante, du froid. J'ai pas quitté les gants de la journée en fait. Et j'étais couvert en conséquence. Donc du coup, voilà, c'était compliqué par rapport au climat. Et puis je crois que j'ai pas assez pris à manger, donc du coup j'ai la dalle. Et c'est dur de marcher en ayant faim. Ça demande de l'énergie. Puis c'est vrai que le fait que le climat soit pas au top, ben, ça rend toute cette montagne très austère. Alors c'est vrai que moi je suis pas là pour les défis, savoir si je suis capable de surmonter des temps très compliqués. Moi c'est pas trop ce qui m'intéresse. Si je viens ici, c'est pour les paysages, c'est pour l'ampleur de la montagne et tout l'espace qu'elle procure. Quand il y a des nuages, en fait c'est difficile. Là, c'est vrai que la plupart du temps la journée j'ai pas vu plus loin que l'espèce de chemin de cailloux qui se trouvait devant moi, et le même chemin de cailloux pendant des kilomètres. Donc c'est vrai que ça avait un côté un petit peu monotone. Donc c'était une journée difficile. Voilà, on est... Merde, mon bâton. Ah putain. Voilà, mon bâton est là. En fait on est le 12 ou 13 août, je sais plus, à 2200 mètres au Japon. Et là ce que j'ai en face de moi c'est de la glace. La glace, complètement hallucinant. Voilà. Ça promet pour le reste, hein, il doit pas faire super chaud ici. Alors ensuite ça a donné ça. Puis après ça a donné ça. Et après ça a donné ça. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas il fait beau. Enfin, moi je l'ai vu tout à l'heure, c'est en train de se recouvrir là. Et j'ai l'impression qu'en fait les nuages ils sont juste au-dessus de ma tête. Comme d'habitude. Et après ça a donné ça. Alors les sentiers japonais, c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire à droite comme à gauche, pas grand chose. Et faut se frayer un peu son chemin. C'est un combat permanent. D'attention, à faire attention de ne pas se casser la gueule. C'est jamais très évident, le sentier japonais. Puis t'as pas la vue, on va dire au moins la moitié du temps. Enfin voilà quoi. Tout ça pour dire, c'est quand même bien la maison. Hein. Alors des fois le chemin c'est ça aussi. Et je vous laisse imaginer la galère que c'est à traverser quand on voit pas où on met les pieds. Et qu'en dessous, ben on sait pas trop. Là c'est à peu près clair, mais et des fois tu peux rien faire. Tu sais pas du tout où tu mets les pieds. Et à la fin ça donnait ça. Ras-le-bol du Japon et de sa météo pourrie. Là j'ai pris un cours moral à recevoir encore de la flotte aujourd'hui. Pour la xème fois depuis mon voyage. J'en peux plus. Franchement j'en peux plus quoi, j'en peux plus d'être tout le temps humide. Là j'arrive pas à sécher.
Je suis venu faire de la montagne, c'est supposé être beau, je vois jamais rien. Ça commence à m'exaspérer en fait. Ça m'exaspère même dire. Tout est tout le temps mouillé. La visibilité est tout le temps nulle. C'est pas de plaisir en fait. J'en ai ras-le-bol en fait de toujours prendre la pluie. Ils annoncent beau, il pleut. Ils annoncent pas beau, il pleut. Où qu'on soit, c'est dur. Où il fait trop chaud et on est mouillé, il y a des moustiques. Alors c'est irrespirable. Ou alors il fait trop froid, il y a du vent, il y a de la flotte, il y a tout ensemble. C'est jamais hospitalier, c'est jamais accueillant, c'est jamais cool. J'ai juste eu un jour à Koyasan où c'était agréable. Et depuis, non quoi. C'est l'affrontement perpétuel avec le climat qui est pas du tout similaire au nôtre. Et ça c'est la séquence ras-le-bol. Il en fallait bien une pendant le voyage. Mais je remercie la caméra de pouvoir être un exutoire à tout ça parce que j'ai personne à qui parler. Cet endroit est vide d'occidentaux. Il y a peu de japonais, comme mon japonais est absolument impeccable. Mes conversations sont très limitées. Le Daisetsuzan, ça a été une balade très très ascétique. J'ai eu l'impression de faire une retraite zen avec tout le dépouillement, l'austérité, la sévérité et aussi la rigueur que je peux connaître du zen. Il y a les chemins notamment, ces chemins qui exigent une attention permanente, sauf à quelques moments comme maintenant, c'est pour ça que je me permets de prendre la caméra. Ces chemins qui sont des fois touffus, où on voit pas où on met les pieds. Il faut faire très attention, des fois il y a des pierres très glissantes, des fois il y a de la boue, des fois c'est hérissé de cailloux. Donc en permanence, les chemins requièrent la présence. Et un petit peu comme la méditation zen, et le coup de bambou il vient, hein. Si jamais on fait pas attention sur le chemin, on se casse la figure, on glisse, on se cogne, puis ça peut être assez fâcheux au niveau des conséquences. Donc il y avait déjà les chemins en eux-mêmes qui étaient difficiles. Après, il y a eu aussi le climat, toujours comme on le voit là, dans le brouillard la plupart du temps. Je sais pas combien, enfin j'ai eu des moins de visibilité, mais peut-être au moins la moitié du temps je dois osciller entre une visibilité de 15 à 20 mètres. Ce qui est mieux que zéro, t'es dans le noir complet toute la journée. Mais bon, voilà, c'est rude. Et donc, il y avait le paysage qui quand même était vraiment rude. Aussi la nature est rude là. Il y a très peu d'eau. On voit peu le paysage parce que quand c'est dégagé comme maintenant, il y a du brouillard. Et sinon, on est enfoncé dans des espèces de demi-forêts d'arbres rabougris parce que la nature est tellement rude qu'ils ne peuvent pas pousser plus. Donc il y a vraiment une notion d'austérité ici et de dépouillement. En plus, à côté de ça, moi j'ai rencontré des conditions difficiles avec le temps, beaucoup d'humidité. J'ai souffert aussi du froid à cause de l'humidité. Tout était mouillé, duvet compris. Donc c'était dur. J'ai souffert de déshydratation, de la faim, parce que j'avais pas assez à manger. Donc véritablement quelque chose de rigoureux, d'ascétique, complètement ascétique. C'était vraiment un chemin d'ascèse. Donc je vous reprends là où je vous avais laissé hier sur les questions du chemin ascétique. Je vous avais laissé parce que je retombais sur une partie très difficile. Il fallait que j'aie toute mon attention. Puis après je suis arrivé au camp. Donc du coup je me suis installé vite fait, puis j'ai mangé et puis j'ai dormi. Voilà, donc je disais qu'en fait c'était extrêmement rude parce que je n'avais absolument aucune compagnie, une solitude complète. Je marchais seul tout le temps. J'ai rencontré quelques japonais de temps en temps, mais avec lesquels forcément la discussion était sommaire. Donc
voilà, j'avais une solitude, mais qui n'a pas du tout été mal vécue, mais il n'empêche qu'il y avait vraiment des conditions de retraite, plus l'absence de divertissement, c'est-à-dire j'écoutais pas de musique, la seule chose que je pouvais me permettre c'était d'écouter Les Racines du Ciel de France Culture, l'émission spirituelle. Et au niveau alimentaire, j'avais vraiment quelque chose de très sommaire, et avec très peu de gâteries. Donc j'avais pas, voilà, j'avais pas grand chose pour jouer, entre guillemets. Alors je n'ai eu en fait qu'une seule chose à faire, c'est pour les allergiques à Dieu, bouchez-vous les oreilles parce que je vais en parler, c'est me tourner vers Dieu, mais pas la personne, hein, on va dire le potentiel. Et donc ça a été une sorte de dialogue, d'échange, de recherche, comment trouver la joie, comment trouver la paix dans ces conditions difficiles. Parce que vraiment c'était rude et c'était pas agréable, c'était pas ce que j'étais venu chercher. Voilà, il y a eu cette recherche en fait. C'était des conditions d'isolement, les meilleures conditions finalement pour y arriver, à lâcher. Je pense que c'est un peu ça que j'ai fait, c'est-à-dire c'est pas forcément très profond, mais au moins sur ces instants-là j'ai pu lâcher, accepter, être serein face à cette adversité. Bah, je suis mouillé, on voit rien, on voit rien. Je me sens en paix, aujourd'hui il aurait pu faire mauvais, pourtant il fait beau, c'est la première fois. Mais ça aurait été ok, c'est comme ça, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et donc intérieurement, je pense que ça m'a vraiment lessivé et j'ai peut-être trouvé un peu de cette paix. Finalement, je m'aperçois que ça peut ne pas être facile, mais qu'avec la sérénité, tout cela finalement ça passe bien quoi. C'est pas du plaisir, mais ça passe. Alors est-ce que j'ai souffert de la solitude au Japon? Parce qu'effectivement je suis parti seul dans un pays où les occidentaux sont vraiment très étrangers. Non, j'ai pas souffert de la solitude. D'une part parce que j'ai fait des belles rencontres. En même temps, je trouve que dans le voyage, il y a un dépouillement qui s'opère. Un dépouillement de notre vie continentale, notre vie française, enfin la mienne en tout cas, où finalement j'ai derrière moi tout quoi, toutes mes habitudes, qu'elles soient habitudes de vie, habitudes alimentaires, habitudes sociales, etc. Tout ça je l'abandonne et donc je deviens vide de tout ça. Je me dépouille de ma vie et quelque part ce vide il permet que quelque chose d'autre rentre quand on lui ouvre la porte. En fait finalement ce qui compte vraiment ici, vu qu'on n'est plus je suis plus mon travail, je suis plus le compagnon de quelqu'un, je suis plus l'encadrant de randonnée en montagne, je suis juste là, ici, et je dirais que je me sens quand même rempli, je me sens pas seul, je me sens pas vide, je suis en fait je deviens ce moment. C'est encore plus vrai dans la marche, je sens pas le vide, je me sens au contraire rempli de tous ces moments vécus et de ce moment précisément et particulièrement. Je suis bien là comme ça et vraiment dans l'ici et maintenant. C'est un grand sentiment de paix finalement.